Bonsoir madame, monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour une autre édition du débat sur Camnews 24. Blaise Compaoré, le médiateur privilégié des crises en Afrique de l'Ouest, n'a pas résisté au vent de révolte qui a soufflé sur son pays ces derniers jours. Il a démissionné vendredi dernier au terme de 27 ans passés à la tête du Burkina Faso. À 63 ans, Blaise Compaoré, qui venait tout juste d'entamer sa 28e année au palais présidentiel de Gouzian, a été quelque peu chassé du pouvoir au terme de plusieurs jours de contestation contre son régime. Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État contre son ancien frère d'armes Thomas Sankara en 1987, Blaise, comme l'appelaient ses pairs africains, n'avait pas prévu une telle fin de règne. Malgré 2 septennats puis 2 quinquennats, il souhaitait se maintenir à la tête du Burkina Faso après la fin de son mandat en décembre 2015 en révisant la Constitution. Et c'est justement cette volonté de s'accrocher au pouvoir qui a été fatale à ce dernier parce que cela a suscité justement l'ire de l'opposition, des syndicats, d'une grande partie de la société civile et de la jeunesse de ce pays constitué de plus de 60% de jeunes. C'est un pays qui a à peu près 17 millions d'habitants. Fait rare, au Burkina Faso, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées le 28 octobre dernier dans les rues de la capitale Ouagadougou pour demander au régime de renoncer à son projet. Au-dessus de la foule de protestataires s'élevaient des milliers de pancartes exigeant du président qu'il se plie à la Constitution. 3 jours plus tard, Blaise Compaoré s'est résigné à lâcher prise au profit de l'armée qui a pris les commandes du pays. Avec ce énième coup de force, doit-on croire que le continent africain est mal parti? Quelle leçon peut-on tirer de la crise burkinabé? Toujours un rapport avec la gouvernance. Nous allons nous pencher sur la célébration de l'an 32 de la session du président Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Une célébration qui aura lieu, soulignons-le, dans un contexte dominé par l'insécurité transfrontalière. Et c'est d'ailleurs fort de ce propos que le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti qu'il préside, a cru bon d'arrêter les manifestations autour du thème Tous derrière le président Paul Biya dans la bataille contre l'insécurité pour la sauvegarde de l'intégrité nationale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale. En 32 ans de pouvoir, que peut-on encore attendre du régime du renouveau national? Que peut-on ou que peut encore offrir Paul Biya à son peuple? Nous en parlerons dans un instant avec les contributions de Clément Diomoifo et les membres du bureau politique du mouvement pour la nouvelle indépendance du Cameroun, en abrégé Manidem. Il aura en face de lui ce soir Édouard Yetian, qui est syndicaliste dans le domaine des transports et sympathisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC. Au cours de cette émission, nous reviendrons également sur la liberté de la presse à la faveur de la mise sous surveillance judiciaire de 3 journalistes. Ces derniers ont été inculpés pour non-dénonciation. En gros, il leur est reproché de détenir des informations qui menaceraient la sécurité nationale et de n'avoir pas alerté les autorités administratives. Nous parlerons aussi de la consommation du budget d'investissement public. Selon le ministère des marchés publics, sur 2974 marchés attribués, seulement 797 marchés ont été exécutés à ce jour. Qu'est-ce qui fait problème? Que doit-on faire pour booster la consommation du budget d'investissement public? Madame, Monsieur, ce sont des sujets posés sur la table du débat de ce soir. Bonsoir, Monsieur Etienne. Bonsoir Thierry, bonsoir à Monsieur Clément, bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau du débat sur Camnews 24. On sait que les autorités administratives ont pris une batterie de mesures il y a quelques jours relatives aux véhicules de transport en commun, communément appelés clando. Ils veulent dépouiller les villes du pays de ces véhicules-là, soulignons-le, qui assurent
le transport en commun. C'est bien vrai qu'il pose en même temps au passage des dizaines de morts. Comment avez-vous accueilli cette décision? Euh, bien accueilli parce que, dans un premier temps, vous vous rappelez le 5 octobre dernier sur ce plateau, vous me demandiez ce que nous, les syndicats, faisions face à cette situation d'accidents à répétition. Je vous avais annoncé une correspondance adressée au préfet, ce Oui. que nous avons fait. Mm. Je vous en ai tenu copie. Seulement, la réaction peu prompte, la mauvaise exploitation de notre correspondance, aboutit à ce que, 9 jours après, le ministre des Transports a pris des mesures qui, à mon sens, étaient très dures, certainement pour calmer les familles victimes de ces accidents. Et fort heureusement, le gouvernement, à l'écoute de la nation, a retoqué ces mesures pour les adapter à ce qui correspond aux attentes d'une ville comme Douala, qui est pour moi économique. Mm. Parce qu'en l'état, on ne pouvait pas les appliquer à Douala. Ça ferait plutôt du désordre. Voilà. Alors maintenant, les autorités ont quelque peu tiré sur les bords en élargissant justement cette décision au transport, aux véhicules, communément appelés clando, euh, un gouvernement qui compte dans les prochains jours restreindre la circulation de ces véhicules-là. C'est une bonne mesure pour vous? Oui, ben, voyez-vous, ce pays a des textes. Malheureusement, une sorte de léthargie des personnes chargées de les faire observer amène à des dérapages, comme nous avons constaté. Il y a des textes, par exemple, qui régissent le transport. La licence de première catégorie, c'est le transport urbain, périurbain, pour des véhicules jusqu'à 10 places, y compris celle du chauffeur. Or, à partir de 11 places, c'est le transport en commun. Vous comprenez tout de suite que les cargos sont exclus. Après la grande réunion à laquelle avait convié Monsieur le gouverneur du littoral, tous les acteurs du secteur transport et tout le GOTA administratif de la région, tous les préfets du littoral étaient là. Il avait été recommandé au préfet de mettre sur pied une commission mixte chargée de traquer visuellement ces véhicules en mauvais état et les mettre en fourrière. Le préfet a déjà fixé la date du 29 octobre dernier pour la tenue de cette rencontre. La réunion convoquée par le gouverneur ayant eu lieu le 24. Oui. Le 29, donc, on s'est retrouvé à la préfecture et le préfet qui avait pratiquement déjà ficelé son équipe de contrôle mixte avait seulement ajouté 2 syndicalistes en y enlevant les représentants des centres de contrôle technique parce qu'ils ne pouvaient pas être juges et partis, même si en cas de besoin, on les appellerait pour faire valoir leur expertise. Alors, lundi, demain, je crois, la commission tiendra sa première réunion et bon, on pense que avec les événements de Kondi l'autre jour, la rivière Kondi un peu avant la cité de Palmiers, Oui. j'étais sur le terrain, le préfet y était jusqu'à 2 heures du matin, il est rentré. Bon, on reviendra sur ça. Je crois qu'il y aura plus de sévérité dans les contrôles. Mais ne pensez-vous pas qu'on a quelque peu, qu'on n'a pas quelque peu mis la charrue avant le bœuf au moment où on sait que l'offre en transport en commun s'oppose avec beaucoup d'acuité au quotidien? Bon, c'est vrai que l'offre en transport est loin d'être suffisante, mais va-t-on pour cela laisser des véhicules en si mauvais état? Moi, j'étais sur le terrain. Je vous dis que la cause de cet accident, c'est le mauvais état du véhicule. Parce que monsieur est sorti des rangs, s'est mis sur le bord de la chaussée, et comme il n'avait pas de phare, il n'a pas vu que devant il y avait l'eau. Il a plongé littéralement dans l'eau, parce qu'il ne voyait pas. Il n'y avait pas de phare. C'est cela. Donc, je ne pense pas que ce mélodrame que certains maîtres de l'amalgame essayent d'entretenir va émouvoir les autorités qui savent ce qu'il faut faire. Et je suis sûr que le gouverneur, qui a été assez ferme dans ses instructions,
veillera à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, vous aurez en face de vous, hein, déjà merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Non, vous savez, chaque fois que vous m'appellerez ou vous m'appelez pour commenter l'actualité, c'est avec empressement que je viens. Alors, une fois de plus, merci. Vous aurez en face de vous ce soir Monsieur Clément Djoumoafo, deuxième fois qu'il accepte notre invitation. Bonsoir Monsieur Djoumoafo. Bonsoir Thierry Niampé. Avec vous, j'aborderai, bien sûr, sans peut-être entrer dans les détails, l'aspect lié à la fièvre hémorragique à virus Ebola qui fait l'objet d'une mobilisation tout azimut au Cameroun, alors que le pays n'est pas encore touché. Tout le monde s'accorde à dire que prévenir vaut mieux que guérir. Vous de cet avis? Non, nous sommes tous d'accord de cet avis-là. Prévenir vaut mieux que guérir parce que nous voyons le désastre que la fièvre hémorragique Ebola fait dans les autres pays. Vous savez que le Maroc, je ne sais pas s'ils ont déjà fini, le Maroc est en train d'obliger la CAF à renvoyer la Coupe d'Afrique des Nations à cause de cette fièvre-là. Parce que les pays, parmi les pays qui se qualifieront pratiquement pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a certains pays qui ont été touchés par cette fièvre-là. Vous comprenez que dans ce sens-là, il est évident qu'on esquive ce style de fléau qui ne reste qu'en Afrique. Et nous pensions que c'est seulement une maladie pour les Africains, mais nous constatons que c'est même jusqu'aux États-Unis. Alors c'est plus évident que les gouvernants préviennent, parce qu'avec tout ce que nous avons au Cameroun maintenant, si la fièvre Ebola s'en jette encore, c'est grave. Alors, on fait suffisamment au niveau du gouvernement pour prévenir ces cas d'Ebola selon vous? Non, disons que pour le moment, puisque nous n'avons pas encore de cas, estimons que pour le moment, le gouvernement est en train de faire. Il ne faut pas tout noircir. Hein. Disons que pour le moment, puisque nous n'avons pas encore de cas d'Ebola, le gouvernement est en train de faire des efforts pour que ça n'entre pas sur son territoire. Alors, merci une fois de plus d'avoir accepté nos invitations. C'est moi qui te remercie. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir permis que nous entrions comme parifaction une fois de plus ce jour chez vous pour passer au pain fin ou au crible de la pensée critique les sujets relatifs à l'actualité. Nous n'oublions pas nos amis internautes qui nous suivent faire le truchement du www.camus24 ou le www.camer.b. Madame, monsieur, retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat. Blaise Compaoré, le médiateur privilégié des crises en Afrique de l'Ouest, je le disais tout à l'heure, n'a pas résisté au vent de revolt qui a soufflé sur son pays ces derniers jours. Il a démissionné vendredi dernier au terme de 27 ans, passé à la tête du Burkina Faso à 63 ans. Blaise Compaoré, qui venait tout juste d'entamer sa 28e année au palais présidentiel de Kouzian, a été chassé du pouvoir au terme de plusieurs jours de contestation contre son régime. À ce propos, je vous propose de faire un tour du côté de la réalisation pour suivre ce reportage. L'opposition burkinabé parle d'un coup d'État constitutionnel. Une révision qui permettrait à Blaise Compaoré, au pouvoir au Burkina Faso depuis 1987, de briguer un nouveau mandat de président. Un projet controversé que l'Assemblée nationale doit examiner ce jeudi et qui secoue la société civile depuis plus de 10 jours. Nous rentrons dans la désobéissance civile. Mais je pense qu'il est encore temps pour le président Compaoré de rectifier la ligne et de sauver son pays. Qu'il arrête de penser à lui seul. Blaise Compaoré a effectué 2 septennats puis 2 quinquennats. Élu à chaque fois avec des scores à la soviétique, il devait ainsi quitter le pouvoir en 2015. La révision permettrait au président de briguer un 3e quinquennat. Mais si la nouvelle loi fondamentale n'est pas rétroactive, comme le pense l'opposition, Blaise Compaoré, 63 ans, pourrait accomplir non pas 1, mais 3 mandats supplémentaires, lui garantissant ainsi 15 années de plus au pouvoir et 43 ans de règne au total. Voilà, c'était un reportage qui nous a été proposé par nos confrères de l'AFP. Monsieur Edouard Yetian, comment avez-vous accueilli cette activité? Avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, sur une chaîne consoeur, je disais ne souhaiter aucun bien pour ce monsieur-là.
Oui, c'est quelqu'un qui a mis en moi un mal qui s'est estompé dès que... vous disiez tantôt qu'il a démissionné. On l'a plutôt chassé. On l'a chassé parce que démissionner, c'est faire de lui un gentleman. Il a voulu résister. Il voulait compter sur les commandos de Pôle, l'unité dont il est issu, et la garde présidentielle lourdement armée. Vous avez suivi la querelle qu'il y a eu dans l'armée. Le chef d'état-major des armées qui s'autoproclame. Un jour après, le lieutenant-colonel commandant en second de la garde présidentielle qui intervient, parle avec beaucoup d'autorité. D'ailleurs, il est celui qui a dit que Blaise Compaoré était en lieu sûr dans son intégrité physique et tout cela. Et quelque temps après, l'épouse de Blaise a dit la même chose à RFI. Donc, je dis bravo à l'armée burkinabé qui n'a pas choisi de... En fait, les choses étaient ficelées telles qu'il devait partir. Ce que je souhaite maintenant, c'est que les Burkinabés... En tout cas, nous allons rentrer dans le registre des propositions d'élections à tirer justement de la crise burkinabé. Je vous renvoie la même question, Clément Dioumafo. C'est une actualité qui vous a quelque peu surpris? Non. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait pratiquement 2 décennies que Compaoré devait comprendre qu'il était prêt qu'il parte. Vous savez, dans l'affaire Norbert Zongo, il y a eu mutinerie au Burkina Faso. Oui, il s'agit justement du journaliste qui a enquêté sur la mort du chauffeur du frère de Blaise. Ouais. Et dans cette affaire-là, il a fallu de peu que le peuple burkinabé pousse Blaise à la porte. Et après ça, nous avons vu en 2011, quand certains membres de son parti ont claqué la porte, et les hauts cadres. Je pense qu'il a cru qu'en tant que militaire, il pouvait être fin stratège. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que la démocratie, c'est le peuple qui choisit son dirigeant. Et en ce moment-là, le peuple ne voulait plus de Compaoré. Et la seule chose aussi qu'il faut dire, c'est que Compaoré n'aurait jamais cru, si on lui avait prédit ça, il n'aurait jamais cru qu'il serait chassé du pouvoir en octobre, exactement le même mois où il avait tué son ami Thomas Sankara. Ce sont vos propos. Toujours est-il que Blaise Compaoré, quand il a pris le pouvoir au lendemain de la mort de Thomas Sankara, avait souligné qu'il a participé à 2 coups d'État et à chaque fois il a remis le pouvoir. Et il ne souhaitait pas s'éterniser justement au pouvoir. Que s'est-il passé entre-temps? Comment peut-on comprendre cette mutation? Quand vous dites qu'il a pris le pouvoir, le putsch a eu lieu le 15 octobre 1987. Oui. Et si nous voulons voir, Thierry, à qui profite le crime? La preuve, je vais vous dire une preuve. Myriam Sankara, la femme de Thomas, avait porté plainte à Blaise Compaoré. Parce que sur l'acte de décès de Blaise Compaoré, de Blaise et Thomas Sankara, autant pour moi, c'était mort naturelle. Oui. Le gouvernement burkinabé a mis assassinat. Ça veut dire qu'en tout état de cause, il se retrouvait, il se reconnaissait là-dedans. Maintenant, vous êtes en train de me poser la question à savoir si Compaoré avait pensé à un certain moment donné partir du pouvoir. Oui, lui-même l'avait martelé à sa prise de pouvoir. Il ne se serait pas entêté à pouvoir vouloir... Alors, comment comprendre justement cette mutation? Là est ma question. Mais justement, parce qu'à un certain moment donné, il était dans la posture, il avait déjà beaucoup emmagasiné des crimes. Parce que les Occidentaux l'ont fait croire qu'il était leur enfant chouchou. Il était devenu le meilleur médiateur de tous les temps de l'Afrique de l'Ouest, même de l'Afrique. Nous l'avons vu partout. Et je crois que quand le président Obama, à l'un de ses discours, a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes, moi, j'ai vu Compaoré répondre, il dit que l'Afrique a besoin des hommes forts. Mais par contre, il avait oublié que le pays reste et les gouvernements s'en vont. Je vous renvoie la même question. Que s'est-il passé entre 1987
et 2014, où Blaise Compaoré décide une fois de plus de proposer à la représentation nationale, à défaut de procéder par voie référendaire, une modification de la Constitution avec pour but de lui permettre de rester au pouvoir. Pour l'homme qui ne voulait pas rester au pouvoir et l'homme qui, par la suite, a voulu modifier les choses pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, très versatile ce monsieur. Vous disiez tantôt qu'il voulait procéder par voie référendaire. Il s'est rendu compte qu'on le battrait à plate couture. Il a décidé de s'enfermer dans les textes qu'il a écrits avec des arrière-pensées de ce que, en cas de vacances. Non, non, au cas où, s'il ne peut pas le faire par voie référendaire, il le fait par voie législative. Oui. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Malgré les rappels, on nous a présenté la lettre de François Hollande, lui disant de ne pas toucher à la Constitution. Obama a dit non. Mais comme il pensait qu'il est très aimé, il est un homme providentiel, il s'est enfermé dans ses souliers et voilà, lui est arrivé ce qui est arrivé. Non, c'est pas quelqu'un de bien. Il traîne des casseroles terribles. C'est pour cela que moi je souhaite que personne n'attente à sa vie. Il va souffrir terriblement parce que couvert de honneurs de président, chef de l'État, assistant à tous les grands forums, ça pouvait lui redonner un peu de... On dit l'autre jour qu'il mangeait le pain à la sardine. Hein? Oui, oui, pain sardine. Quelqu'un qui mangeait le caviar, tout d'un coup, il mange pain sardine dans sa cachette, c'est ça. Donc, il faut que d'autres, dont je ne citerai pas le nom ici, ce n'est pas l'objet de l'émission, sachent que seul le peuple est souverain. Nous reviendrons, ouais. Il est clair que nous parlerons davantage de gouvernance dans les pays africains. On sait également que Blaise Compaoré, on l'a souligné au début de l'émission, s'est bâti une stature de fin diplomate, médiateur, bien apprécié de la communauté internationale. À quoi lui aurait servi justement cette stature, tant qu'on sait qu'il n'a pas pu, à la dernière minute, justement, contrôler son pays? Pas à grand-chose, hein, parce que personnellement, chaque fois que Compaoré s'est retrouvé dans une affaire comme médiateur, ça m'a donné la colique. La colique. Pourquoi? Parce que sa tête, c'est... Quelqu'un ne peut pas être incriminé et tout d'un coup devenir un garçon de l'église. Non, c'est pas possible. Non, on l'a utilisé. Les Occidentaux ont leur manière, on t'utilise, on te donne l'impression que tu es indispensable. Vous savez comment était Mobutu? Mobutu, il descendait de la lune, tout ça. Le moment venu, on l'a lâché. Donc, Compaoré a la chance de quitter le pouvoir alors qu'il a encore ses forces, parce que il était parti pour s'autodétruire comme Mobutu et quitter le pouvoir avec des couches parce que nous ne pouvons plus assumer. C'est cela. Donc, on l'a aidé. Maintenant, la souffrance qu'il va endurer, c'est il va vivre caché. Il va croire qu'on va attenter à sa vie. Non, moi je dis au Burkinabé de le laisser vivre et qu'il ait le courage de se repentir et de dire dans quelles circonstances il a ôté la vie au géantissime Sankara. Voilà. Selon nos informations, on a appris que Blaise Compaoré sera du côté de la Côte d'Ivoire, où il s'est bâti de nombreuses amitiés. On l'a vu très actif lors de la crise ivoirienne. Clément Diouf-Mafo, Compaoré ne paye-t-il pas là le prix de son entêtement? On se souvient d'ailleurs que François Hollande lui avait proposé une porte de sortie, une sorte de job. D'ailleurs, il le disait avec beaucoup d'emphase. En cas de départ, vous pourriez alors compter sur la France pour vous soutenir si vous souhaitez mettre votre expérience et vos talents au service de la disposition de la communauté internationale. C'était les propos de François Hollande, le président français. Mais à la dernière minute, Compaoré justement a choisi une autre voie, celle qui consistait à se maintenir au pouvoir. N'a-t-il pas là payé le prix de son entêtement?
Il a certainement payé le prix de son endettement, mais je pense aussi que Compaoré, à un certain moment donné, a pensé qu'il était exécrable. Il pensait qu'il était le président de tous les Africains, sauf du Burkina Faso. Parce qu'il faut se rendre compte que ce pays est un pays formé en politique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État au Burkina Faso, ça fait 5 ans. Ça fait 5 coups d'État qu'il y a eu au Burkina Faso. Et c'est le peuple, ils ont commencé depuis 1963. Et c'est le peuple qui fait partie ses dirigeants. Parce que c'est le peuple qui met les dirigeants. Et à un certain moment donné, je crois que Compaoré doit se rendre compte que cette victoire-là, c'est la victoire du peuple, c'est aussi la victoire de Thomas Sankara. Parce que en politique, et quand on est révolutionnaire, on ne trahit pas son ami. Aujourd'hui, la France a fait de lui un médiateur et vous dites qu'il s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Et il n'y avait pas plus mieux que la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que le premier pion de la France en Afrique de l'Ouest, c'était Houphouët-Boigny. Le coup d'État de 1987 est venu d'où? C'est venu de la France, commandité par François Mitterrand. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plus un secret de polichinelle aujourd'hui. Commandité par François Mitterrand, le maître d'œuvre, c'était Houphouët-Boigny, exécuté par Blaise Compaoré. Alors aujourd'hui, je pense que si Blaise a encore une conscience, il doit avoir en face de lui les fantômes de Thomas Sankara. Parce que pour un président qui a dirigé son peuple pendant 27 ans, à un certain moment donné, il devrait refuser qu'il y ait bain de sang. Mais la manière dont il s'est entêté, parce qu'il pensait en plus qu'il devrait être soutenu par la France. Et ils oublient que ces gens-là, quand ils veulent te lâcher, ils n'ont pas pitié de toi. Ils le font. Nous l'avons vu avec plusieurs autres chefs d'État, pas seulement Blaise Compaoré. Quand on regarde justement ce qui s'est passé au Burkina Faso, où les gens sont descendus dans la rue, il n'y a pas eu effusion de sang, comme on l'a vu, notamment en Côte d'Ivoire, on parle, selon des chiffres de l'opposition, d'une trentaine de morts, alors que le chiffre officiel parle de 4 morts. Il n'y a pas véritablement eu effusion de sang. Blaise Compaoré a choisi lâcher le pouvoir. C'est vrai, vous dites qu'il a été démissionné, il dit qu'il a démissionné, pour justement laisser l'armée gérer la transition jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Il aurait choisi une autre voie, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, quitte à ce que beaucoup de Burkinabés laissent leur vie. Il n'avait plus de carte en main. On l'a chassé. On l'a chassé. On n'a même pas démissionné. Au début, il y a eu la police et l'armée qui a tenté d'empêcher les manifestants d'avancer. Dès qu'elle a senti que ce n'était pas quelques centaines de personnes, c'était des dizaines de milliers, elle a battu en retrait. Donc, si c'était fini pour lui, les carottes étaient cuites, les gens sont entrés, brûler l'Assemblée nationale qui n'est pas un édifice non protégé. Où sont passées toutes les forces de sécurité qui protègent ce lieu hautement symbolique? Non, il y a eu cassure. Il faut que vous sachiez qu'il y a 2 ans, il y a une mutinerie là-bas. Les militaires et d'autres corps habillés qui se plaignaient. Un problème de revalorisation salariale, de traitement. De traitement. Et à l'occasion, il a nommé un nouveau chef d'état-major. Il a déplacé... Oui, il a fait quelques chamboulements. À cette époque, voilà. La Défense. Il a mis sous les teignoirs l'ex-chef d'état-major, ministre de la Défense, qui est passé par les affaires étrangères parce que très adulé dans l'armée, hein, et il croyait s'être mis à l'abri. Que non, ces gens ont des ramifications. D'ailleurs, les gens crient que c'est ce général démobilisé qui conduise la transition. Donc, non, il n'a pas choisi. Les choses se sont emballées très mal pour lui. Il n'y avait pas moyen. On a dit que l'aéroport de Ouaga est fermé, mais les avions français atterrissaient dans une ville à l'ouest de Ouagadougou. C'était pourquoi ils ont voulu, il fallait suivre votre chaîne Consort Afrique Média qui attirait l'attention des gens sur ce que les Français allaient tenter tout pour inverser la tendance. Mais malheureusement, dans l'armée, on a dû lui dire non, ça ne va pas. On ne va pas brûler notre pays à cause de toi seul. Surtout que dans cette armée,
beaucoup sont des sankaristes. Alors, peut-on croire justement que le peuple burkinabé est plus émancipé qu'ailleurs en Afrique? Parce que cela a quelque peu marché. Hein, comment peut-on interpréter justement ce qui s'est passé? Comme Clément l'a dit tantôt, le peuple burkinabé est très émancipé politiquement, très émancipé. À l'époque, ils ont renversé Lamizana, c'était un général. Oui, 66 fois. Lamizana, après il y a eu d'autres. Non, non, non. C'est un peuple très éveillé politiquement, très éveillé. Et je me rappelle avoir vu hier les dirigeants de l'opposition donner de la voix, parce que, comme tu as dit qu'on parlerait de ça après, le lieutenant-colonel, ou alors le colonel, a dit des choses, mais il fait comme si c'est lui qui a les cartes en main. Non, c'est le peuple qui a chassé M. Compaoré. Il faut que ce peuple ait une part importante dans la reconstitution de je sais pas, dans la constitution politique, voudrais-je dire. Vous comprenez? Mais tu vas dire que peut-être on va choisir quelques porte-paroles qui se retrouvent dans les formations politiques, parce que le peuple qui est descendu dans l'heure, on parle de plusieurs millions de Burkinabés, ils sont 17 millions. Oui, mais ce n'est pas que c'est ce peuple qui ira. Voilà, donc, leurs dirigeants, il y en a un qui parlait hier, il disait les conditions de la transition. Et je crois que c'est cela, c'est le peuple à travers les dirigeants qui, dans cette bataille, ceux qui ont dit pas question de modifier la Constitution, ce sont ces ténors qui devront jouer une part importante dans cette transition. Pourquoi ça marchait au Burkina Faso et non ailleurs? On a vu des mouvements naître dans plusieurs pays africains, notamment au niveau de l'Afrique centrale, mais même en Afrique de l'Ouest, sans que cela n'arrive jusqu'à la démission du chef ou du président de la République. Pourquoi? Pas de démission, on a chassé. Pourquoi justement le cas Burkina Faso, pourquoi ça marchait là-bas et non ailleurs? Vous savez, en politique, on ne prévoit rien. En France, je crois en 1957, ça a été la même chose. En 1968, le peuple français a poussé De Gaulle à la démission en 1969. En politique, on ne prévoit rien. Dit que ça n'a pas encore marché. La mayonnaise est en train de monter. Vous comprenez, la mayonnaise est en train de monter. C'est la situation sociale qui pousse le peuple à se révolter. Au fur et à mesure que l'association sociale se dégrade, le peuple en a marre. Pour le moment, dans les autres pays, la mayonnaise n'a pas encore pris parce que le moment n'est pas arrivé. Ça peut arriver à tout moment. Quand un peuple en a marre, vous ne pouvez plus le contenir. On a vu en 2008, en février 2008 au Cameroun, où de nombreux jeunes sont descendus dans la rue pour revendiquer un certain nombre de choses. Tout est parti de l'augmentation, d'une annonce de l'augmentation du coût du carburant. Et cela s'est transformé par la suite. On les a appelés meute de la faim, quelque peu démentis par... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ailleurs? Pourquoi pas, par exemple, parlons du Cameroun? Vous savez, pour le cas de 2008, la seule chose qui a manqué aux émeutes de 2008, c'était l'encadrement. Et je pense en tout état de cause que la manifestation de 2008, personne n'avait imaginé cette ampleur-là. Or, dans le cas du Burkina Faso, les Burkinabés manifestent depuis 2012. Ils manifestent, nous ne sommes pas d'accord avec ci, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pour le cas du Cameroun, précisément puisque vous voulez qu'on en parle, pour le cas du Cameroun, vous avez constaté que des choses se sont passées en 2008. Ça a poussé le gouvernement à reculer. Il a fallu que, peut-être 5 ans plus tard, qu'on augmente le prix du carburant en faisant comprendre aux gens que la Banque mondiale nous oblige à augmenter le prix du carburant, qu'il faut qu'on se rythme à augmenter le prix du carburant. Vous savez, chez nous on dit que quand vous enlevez une mauvaise herbe
sur les sillons, vous ne le mettez pas au sol, vous le mettez en haut de là pour qu'il sèche. Le cas du Cameroun, nous constatons qu'il y avait un slogan dans le parti au pouvoir, c'était la paix. Est-ce que pour le moment le Cameroun est en paix? Non. Nous parlerons de manière spécifique du Cameroun tout à l'heure. Pour le moment, le Cameroun n'est pas en paix. Je veux dire là pour finir qu'il faut que nos dirigeants comprennent que l'être humain n'est pas une machine. Quand nous fonctionnons à un certain moment donné, nous allons arrêter de fonctionner. Il y a des postes qui ne sont pas seulement spécifiés pour certains individus. Et pour diriger un peuple, il faut avoir toutes ces facultés. Parce que diriger un peuple, c'est du travail. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple bidon. Hollande a fait quelque chose en France qu'on n'avait jamais vu. Candidat, au premier tour, il est devant le président de la République. Au deuxième tour, il a gagné les élections. Si nous faisons les élections en France aujourd'hui, Hollande n'a même pas 20%. Il y a 2 ans de cela, il avait une majorité. Le peuple juge son dirigeant jour après jour. Vous pouvez être élu aujourd'hui avec 80%, comme l'a été Compaoré. Déjà qu'on peut savoir comment ça se passe en Afrique, mais comme l'a été Compaoré, vous pouvez être élu à 80% et 3 ans après, on vous prouve que vous n'aviez pas été élu à 80%. C'est le peuple qui prouve, puisque nous savons que la démocratie, c'est le peuple qui crédibilise, qui donne la crédibilité à un individu de le Et on diriger. définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple. On va sortir du sujet burkinabé. Hein. En tentant de tirer quelques leçons, selon vous, quelles sont les leçons majeures qu'on pourrait tirer de la crise burkinabé? Seul le peuple est souverain. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Le peuple s'est supporté. Vous avez parlé de 2008 au Cameroun. Ce qui est passé en 2008, c'était une tricherie. C'est nous, les syndicats, qui nous plaignons d'une hausse supposée, qui n'était même pas encore annoncée. Et je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, que dans ce gouvernement, il y a des gens qui poussaient à l'insurrection, qui est le chaos et qui récupère le pouvoir. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas m'expliquer comment on parle d'une action des syndicats. Moi, ici à Douala, vous savez que je suis syndicaliste des transports. Nous sommes arrivés à Yaoundé. C'est après que quelqu'un me dit, oh, nous on a tenu des réunions, nous venions pour obliger le gouvernement à baisser le carburant à 350 francs. Ils étaient logés, nourris, pendant qu'on était à Yaoundé. La quasi-totalité syndicaliste de Douala. Alors, des gens qui se cachent pour pousser les enfants des autres dans la rue, ça ne pourrait pas marcher. Vous comprenez? C'est donc ça la vérité. Donc, la situation de 2008 au Cameroun n'est pas comparable à celle de Burkina. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on croit que le peuple camerounais n'est pas mature? Non, pas. Oui, parce que en 2008, les gens sont descendus dans la rue justement pour se plaindre contre l'augmentation du coût du carburant. Cela n'a pas eu lieu, c'est vrai. Qui n'était même pas encore annoncé. Voilà, ce qui n'était même pas effectif. Voilà. Et quelques temps après, il y a eu cette augmentation, rien ne s'est passé. Il y a des augmentations. L'augmentation, il y a eu l'autre jour, là, Clément venait de le dire. Au mois de juin, on augmente le carburant. On dit que le FMI, la Banque mondiale, le FMI ne peuvent que conseiller un État. Ils ne peuvent pas dicter. L'État choisit ses leviers. Vous comprenez? Le problème même, c'est la gouvernance. Qu'est-ce que dit le gouvernement camerounais? Plus de la moitié de la subvention est consommée par les non-destinataires. C'est simple. On prend des mesures pour les sortir le réseau de subventions et on se retrouve à moins de 300 milliards. Or, l'enveloppe budgétaire est supérieure à 200 milliards. On pourrait faire quelque chose pour que ça suffise. Mais comme Robin Kili est venu à Douala nous dire que les portes ne sont pas fermées, il faut faire des propositions, nous lui avons donné des propositions comme ça. On attend. On attend. La population burkinabé peut-elle
servir de leçon aux autres populations africaines? Déjà qu'elle a servi de leçon aux autres, vous savez, dans les pays comme le Cameroun, les gens étaient... Il fallait voir. Quand Compaoré, soi-disant, annonce sa démission vendredi à midi, quelque chose comme ça, nous savons qu'il était déjà parti. Mais quand il fait semblant de nous faire croire que, bon, maintenant j'ai démissionné. Plein de gens savaient que Compaoré était parti depuis jeudi. Alors, quand ils veulent faire croire au peuple qu'il annonce sa démission, je vais dire vendredi, certains Camerounais, la majorité des Camerounais étaient très contents. Contents parce que c'est l'aboutissement d'un processus. C'est l'aboutissement d'un processus. Quand vous dites, est-ce que ça peut... Vous savez, en République démocratique du Congo, c'est la même chose qui est en train de vouloir se passer. En République Congo voisin, Congo-Brazza, c'est la même chose. Et il faut que les dirigeants africains, pour moi, comprennent que il vaut mieux à un certain moment donné partir, quand on a fait une certaine décennie au pouvoir, pour pouvoir rester chez soi. Ça dit que j'aimerais voir un ancien chef d'État redevenir simple citoyen et vivre dans son pays, pour que ça donne une leçon de démocratie aux uns ou aux autres. Parce que nos chefs d'État se cantonnent au pouvoir et, vous savez, Jean Boudel Bekassa a fini prophète. Et je crois que c'est une leçon que certains chefs d'État devraient en tirer. Parce que dans un pays où les gens deviennent les supplétifs des Occidentaux, c'est dangereux. Les Occidentaux savent que l'Afrique a mûri. Et c'est une leçon de démocratie que je vais dire, le Burkina Faso était en train de dire aux autres chefs d'État africains que, messieurs les présidents, sachez que quand nous, le peuple, nous nous levons pour dire que nous, on vous a donné un mandat, maintenant là, stop, c'est terminé, nous ne vous voulons plus, nous avons besoin des autres orientations, parce que vous nous avez montré la limite de votre programme. Donc, une fois de plus, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ça la définition de la démocratie. Seul le peuple est souverain. Sauf le peuple est souverain. C'est la définition de la démocratie. D'accord. Toujours en rapport avec la gouvernance, messieurs, je vous propose de parler à présent de la célébration de l'an 32 de la session du président Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Une célébration qui aura lieu dans un contexte dominé par l'insécurité transfrontalière. Et c'est d'ailleurs fort à propos que Jean Kouété, qui est le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti que préside M. Paul Biya, a cru bon d'arrêter les manifestations autour du thème « Tous derrière le président Paul Biya dans la bataille contre l'insécurité pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale ». Monsieur Doyetian, vous qui êtes sympathisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-ce que cette célébration devrait faire l'objet d'une attention particulière, comme on l'observe ces 3 derniers jours? Ah ben oui. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, le mot d'ordre du secrétaire général du comité central, c'est l'union sacrée. Je suis heureux de savoir que même le fondateur du Manidem, ou alors M. Anissé Kané, a dit que le soldat Biya est en danger. Il faut le soutenir. C'est ça. Ça va dans ce sens-là. Tout le monde doit être derrière le président de la République pour qu'il règle ce problème de l'insécurité transfrontalière et qu'il parachève certaines... il y a le Conseil constitutionnel, il y a le remaniement du gouvernement. Il faut réduire le train de vie de l'État pour que vraiment on cesse de distraire les gens. Comprenez? Il y a donc ça. Plus on va manifester notre soutien au chef de l'État, il aura des coups de franche, il va faire ces choses et on se retrouvera dans un véritable état de droit. Ah, vous partagez l'avis de M. Etienne? Non, je ne peux pas partager son avis. Ekane ne peut pas tenir de tels propos. Moi, je dis quelque chose. Nous pouvons sauver le pays, mais pas le gouvernement, pas le régime de Biya. Sauver le pays, c'est que si ces rebelles
de Boko Haram viennent, quand ils tueront les gens, ils ne tueront pas seulement l'enfant des gars, les militants du RDPC. Ça serait les Camerounais. Alors nous disons, nous sauvons notre pays, mais pas le régime de M. Biya. Parce que nous savons que le régime de M. Biya, c'est un supplétif de la France. Le Cameroun est gouverné depuis 50 ans par les élèves de la France. Ça, nous le savons. Et moi, j'ai été touché sur une chaîne concurrente quand je pensais, j'ai compris des gens aussi formés qui disaient que Biya c'était un panafricain. Franchement, il ne faut pas qu'on leurre les Camerounais. Il faut qu'on comprenne en ce moment-ci qu'il est temps que les présidents comme Biya prennent carrément leur retraite. Parce que la décadence du gouvernement, les fléaux que nous constatons dans notre pays, c'est comme si nous avons, pas comme si, nous ne sommes plus gouvernés. Nous savons, nous constatons qu'on ne tient plus l'appareil de l'État. Si dans notre propre pays, un président de l'Assemblée nationale tient les propos que nous avons, qu'il a tenus par rapport à Boko Haram, que jusqu'à aujourd'hui il n'a pas rendu compte au peuple camerounais, on devrait se poser les questions. Si on a fait des constats que l'argent de la rançon qu'on avait négocié pour le prêtre Walderbotch et la famille Moulin-Fournier, on avait constaté qu'une partie de l'argent circulait au Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. On devrait, ces messieurs qui ont négocié devraient rendre gorge. Alors, nous sommes dans un pays où les gens font tout pour se cantonner autour du pouvoir et ils se foutent de la gueule des jeunes Camerounais. Alors, je vais vous relancer tout à l'heure. Voilà, est-ce que le thème choisi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui parle de la préservation de l'intégrité, la sauvegarde de l'intégrité nationale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale n'a pas été pris à dessein pour entraîner l'immense majorité ou la majorité des Camerounais derrière justement le RDPC. Ce n'est pas un calcul politicien, par non, exemple. vraiment, je ne pense pas que ce soit politicien. Je renvoie M. Clément à M. Ndjoumafo. M. Ndjoumafo aux archives de Equinox. Votre président a dit que le soldat Biya est en danger, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Pas sauver, soutenir. Soutenir M. Biya et non son gouvernement. Moi, je vais... Peut-être qu'il y a un problème de... ce que je dis. Oui. Soutenir parce que... D'abord, je dis que Biya n'a rien signé avec les Français. Hein. C'est Aïdjo qui a signé avec les Français. Après qu'on a écarté Charles Okala de la course parce que c'est un Africain un peu très téméraire, c'est Aïdjo qui a signé tout. Biya ne vient qu'après. Biya est en train de faire des mains et pieds pour éviter que le Cameroun passe armes et bagages dans le truc des Français. C'est ça. C'est pour cela qu'on a fabriqué tout ce que vous voyez. Le G11, tous ceux qui sont en prison là, ce sont les amis des Français qui étaient prêts déjà à arracher le pouvoir pour perpétuer notre souffrance. Et Paul Biya, qui est suffisamment, c'est notre chance, qui est suffisamment éclairé, a vu, je vous rappelle qu'en 87, c'était en 87 ou en 86, lorsqu'il disait que le Cameroun est la chasse gardée de personnes, il était sincère. Mais il s'est rétracté en disant qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand. Attendez. Oui, allez-y, monsieur Etienne. Il a dit, Edmund Kohl est venu ici, à Yaoundé, au palais de l'unité devenu palais de la République. J'ai entendu l'autre jour, c'est maintenant palais de la République, non? Dans le TOS, il a dit au président Biya, il faut aller au FMI. Là-bas, vous avez beaucoup d'amis. Dans ce cadre, nous pourrons vous aider. Seul, je ne peux pas. On a coupé ce segment-là. Pendant que les José Itoto fonçaient à Garoua pour aller attendre Helmut Kohl qui allait faire un peu de Java dans notre réserve là, hein, on a coupé ça. Pourquoi? Donc, Biya, qui est un homme politiquement avisé, s'est mis à corriger sa trajectoire.
mais sans renoncer à ce qu'il voulait faire. Je vous assure que vous verrez, le nouveau gouvernement qui arrivera sera resserré. Le temps de vie de l'État va diminuer sensiblement et nous aurons un gouvernement actif et vous verrez. En tout cas, vous n'avez pas voulu répondre à cette question, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec votre permission. Oui. Quand on parle justement de l'intégrité territoriale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale, qui sont des valeurs qui intéressent tous les Camerounais, parce que nous vivons quand même au Cameroun, nous sommes des Camerounais, sont des valeurs qui intéressent tous les Camerounais à l'heure où on parle d'insécurité transfrontalière. N'est-ce pas un calcul politicien de la part du RDPC qui, à travers ce choix, impliquera ou souhaite impliquer justement une majorité de Camerounais derrière le président Avant Biya? de répondre à vos questions, je vais rappeler à M. Edouard Etienne que Kane Anissé ne peut pas tenir de tels propos. Je le dis sincèrement. On vous a compris. Et Kane Anissé ne peut pas tenir de tels propos. Notre propos au bureau politique, notre communiqué, c'est sauver le pays, pas le régime de Biya. En fait, vous dites presque la même chose, hein, sauver non, le président Biya et non le régime. Non, Sauver le pays. Sauver le pays. Bon, Je vous dis qui incarne le le pays. pays. Pardon? Qui incarne Le peuple. C'est le peuple qui incarne le pays, hein. Ce n'est pas un gouvernement. C'est le peuple qui incarne le pays, ce n'est pas un gouvernement. Allez-y, monsieur Dumont. Bon, je voulais dire... Ce n'est pas un débat de vous et moi. Je voudrais dire que, concernant la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est des calculs politiques. Nous sommes surpris qu'aujourd'hui, le RDPC est en train de tendre la main au peuple camerounais. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, ils ont commencé à comprendre que Wandié le disait en 1971, lors de sa fusillade, le 15 janvier 1971, que le sang du patriote est une sémence du patriotisme. C'est maintenant que les RDPC constatent qu'il faut tendre la main à toutes les autres obédiences politiques, écouter ce qu'ils peuvent dire. Parce que vous constatez avec moi que ceux qui ont pillé ce pays et qui continuent à les piller, c'est les militants du RDPC. Le Cameroun est dans le chaos, c'est les militants du RDPC. Et moi, je voulais rappeler à M. Edouard Etienne, parlant de Biya. Biya a été formé en 1961 par les services secrets français. Peut-être vous ne le savez pas. Et quand vous regardez sa trajectoire politique, en 1968, Biya a 35 ans, il est secrétaire général président de la République. 1972, il est directeur du cabinet civil. 1975, il est premier ministre. Et le 6 novembre 1982, il est président de la République. Il a 49 ans. Il en a 81 aujourd'hui. Vous croyez qu'un homme comme ça, qui avait travaillé auprès d'Aïdjo, qui voulait redresser ce pays ici, nous serions là où nous sommes? Non. Parce qu'il a touché tous les postes clés dans ce pays. Si Aïdjo avait commis une erreur et que Biya avait pensé qu'il pouvait la corriger, il était mieux placé pour le faire. Parce que tous les postes qu'il a utilisés, les postes qu'il a occupés, c'est des postes auxquels tous les dossiers sensibles, il les a palpés du doigt. Biya ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est un patriote. Alors, il a quelque peu embrayé sur ma question. En 32 ans de pouvoir, on sait qu'il est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Cela fera 32 ans dans quelques jours. Est-ce qu'en 32 ans, le président Biya est encore capable de proposer aux Camerounais quelque chose de mieux que ce qui a été proposé jusqu'ici? Vous dites 32 ans. Le coup d'État avorté, c'était en quelle année? 84. 84. 6 avril. 2 années seulement après qu'il a pris justement les les rênes du rênes pouvoir, pour achever le mandat du président Aïdjo et qu'à l'élection présidentielle suivante, c'est monsieur, bon, on ne va pas le citer, que le RDPC propose un autre candidat parce qu'il y a eu un problème de primauté du parti sur l'État. Oui. Vous savez ça? Et ce n'est pas un secret de polichinelle. L'homme qui était pressenti pour être le candidat de l'UNC, c'était Belobouba Maïgari. C'est ça. Donc... à quoi nous renvoie votre raisonnement? Non, j'y viens. Après le coup d'État avorté de 84, tous ceux-là qui ont aidé Biya à asseoir son pouvoir
lui en ont fait payer un très lourd tribut. Donc quand vous dites 32 ans de pouvoir, c'est trop simpliste ça. Ce n'est pas nous qui le disions, hein, c'est le thème, c'est le RDPC Oui, lui-même non, qui reste dans la toi, logique de sa célébration. C'est 32 ans de pouvoir. Djou Mafo compte 32 ans, c'est bien, mais... Même au sein du RDPC, vous comptez 32 ans. Je veux bien, mais il Oui, faut oui. déduire de là toutes les années qu'il a fallu pour maîtriser ceux-là qui, de tout temps, ils ont aidé le président Biya à asseoir son pouvoir et lui en ont fait payer un très lourd tribut. Oui, c'est ça. Vous le dites alors. Oui. Alors, après avoir passé tout ce temps, Oui. apparemment le mot 32 vous pose beaucoup de problèmes, Non, mais pas après avoir tellement. passé tout ce temps au pouvoir, Ouais. que peut-on encore attendre justement de M. Biya? De ce qu'on attend, vous pensez que Biya a encore besoin d'être au pouvoir? Non, Biya est en train de mettre des institutions fortes pour qu'arriver au pouvoir ne soit plus une affaire d'aventurier. C'est ça que Biya est en train de Il a faire. fallu attendre combien d'années, M. Etienne? Mais il a fallu d'abord maîtriser tous ceux-là qui l'ont aidé à asseoir son pouvoir et qui voulaient prendre ce pouvoir pour perpétuer ce que nous dénonçons, c'est ça. Le G11 là, si vous demandez à ces argentiers, à ces premiers ministres qui sont en prison, ces secrétaires généraux de la présidence qui sont en prison, ils voulaient pourquoi? Pour entretenir la rébellion. C'est cela. Mais qui les a nommés? Qui les a nommés? Qui les a nommés? À qui la faute? C'est très simpliste ça, monsieur Etienne. C'est très simpliste. Monsieur, vous permettez. Oui, allez, monsieur Etienne. Ce n'est pas simpliste parce que monsieur, oh vraiment, vous allez faire que sur ce plateau on se mette à citer les gens. Lorsque quelqu'un se lève et va dire au président, il ne faut pas que tu te présentes, il comptait sur quoi? Mais il s'agit de Marafa, il a tenu ses propos de manière ouverte. Il comptait sur quoi? Et il se trouve aujourd'hui que les maîtres Arissou... Monsieur Etienne, c'est juste une précision. Hein, pour la gouverne des téléspectateurs, dans une sortie épistolaire de Marafa Midou Yaya, il a dit au Camerounais effectivement que on lui avait demandé son avis avec le chef de l'État par rapport à la situation qui était de rigueur au Cameroun. Il a proposé son avis, c'était son avis. Ça pouvait être le vôtre, ça pouvait être l'avis de plusieurs autres Camerounais. D'ailleurs, toutefois qu'il s'est porté candidat, il a dit, au regard des multiples appels qui viennent de partout au Cameroun, voilà, je suis candidat. Donc c'était un avis parmi tant d'autres, n'en faisons pas un problème. Ouais. Restons au niveau des propositions. Oui. Que peut proposer une fois de plus M. Biya au pouvoir? Moi, je dis que le président de la République est en train de mettre des institutions fortes afin que les aventuriers n'arrivent pas au pouvoir. Et il va se retirer, vous allez voir. Alors, en 32 ans, M. Biya a-t-il suffisamment fait pour le peuple camerounais au point de mériter une fois de plus sa confiance après 2018? Parce que justement, le verrou de la limitation des mandats a été ôté. Donc après 2018, libre au président Biya de se porter une fois de plus candidat, et libre au RDPC d'ailleurs qui choisit ses candidats, mais sachant qu'il est le président national, donc il est candidat naturel, il est également libre à lui de se porter une fois de plus candidat. Est-ce que, au regard de ce qui a été fait jusqu'ici, est-ce qu'il mérite justement, une fois de plus, d'avoir la confiance du peuple camerounais, 32 ans après? Oh, je vais vous dire qu'en France, la Constitution n'a pas de limitation de mandat, mais Chirac n'en a fait que 2. Il pouvait se représenter. Il n'en a fait que 2. Et je voulais rappeler à M. Edouard Etienne que Biya, quand il prend le pouvoir en 1982, il s'est fait élire le 14 janvier 1984. Oui. Avant que la tentative de putsch n'ait lieu. Il s'est fait élire le 14 janvier 1984, avant que la tentative de putsch ait lieu. C'est pour dire que, quand on est président de la République, il a parlé tout à l'heure de Belouba Magari, qui est devenu Belouba. N'a-t-il pas été admissible? Si. Il est dans le gouvernement depuis 1982. Le ministre de la Communication. Je veux donc dire que c'est des raccourcis. Des raccourcis parce que Biya n'apprenait pas l'appareil en ce moment-là. Biya n'a pas appris l'appareil en 1982. C'est un homme de l'appareil. C'est des raccourcis. Or, aujourd'hui, quand vous demandez qu'est-ce que nous attendons de M. Biya, la seule chose qu'est-ce qu'il peut encore proposer au Cameroun? Plus rien du tout. Plus rien du tout. Nous le constatons avec la mauvaise gouvernance que lui-même il a décriée. La mauvaise gouvernance que lui-même il a décriée, nous constatons qu'au Cameroun, le seul slogan, moi je n'ai pas encore vu dans ce pays un ministre, parce que quand vous êtes ministre, vous avez une fonction.
et vous avez une fonction, c'est pour dérouler le programme de votre parti. Mais dans ce pays, les ministres, pour dérouler un programme, vous disent au nom du président de la République, comme s'ils ne pouvaient pas travailler sur le président de la République. C'est pas délégation de pouvoir, monsieur Dioumafo. Mais non, si nous sommes dans un pays démocrate, il n'y a pas de délégation de pouvoir. Quand vous êtes responsable à un poste, vous deviez faire votre travail. Alors, c'est ça que nous constatons aujourd'hui. La preuve, vous avez vu, parlant du transport, je vais faire un petit crochet, Kili a sorti un communiqué antidaté. Et quand on lui a posé la question, il a dit qu'il était au deuil. Alors, quand on est au deuil, le Cameroun n'est plus dirigé. C'est grave. Et ça, ce sont les ministres du président Biya. Je veux dire que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, n'attend plus rien de Biya que qu'il passe la main. Nous en avons marre de cette manière d'être gouverné, et ça vous le savez. Je me rappelle de son prédécesseur qui disait en 1966 que la jeunesse est le frère de lance de la nation. Vous le pensez bien? Est-ce que les jeunes, quel est l'héritage que le président Biya aurait donné aux jeunes aujourd'hui? La démocratie, pour l'avoir dans ce pays, il a fallu que les gens se battent, que les gens vont en prison, que certaines meurent au prix de la démocratie en Nous avons 1990. deux thèmes qui se pointent sur notre moniteur. Il se trouve justement que M. Mouafo a posé une question que je trouve fondamentale. Hein. Ouais. Quel héritage le président Biya va laisser à la postérité? Quand on regarde justement les enseignants de nos universités qui se plaignent parce que la prime de recherche n'a pas été payée, les dortoirs n'existent plus dans les universités, les routes sont dans des états piteux, l'accès à la santé publique pose beaucoup de problèmes. En fait, même le volume de la ménagère, du portefeuille, est réduit à la portion congrue. Alors, quand on regarde tous ces mots, quel est l'héritage que le président Biya laisse à la jeunesse camerounaise? Moi, je dis que je rebondis sur ce qu'a dit Dioumafo. Quand il y a déjà eu une tentative de coup d'État, rien n'est plus normal dans un pays. Hein. Rien n'est plus normal. Il faut parer au plus pressé. 20 ans, près de 30 ans après? Je dis que c'est difficile, très difficile, parce que c'est le bal masqué. Il y a le camp de ceux qui voudraient absolument ramener l'ancien système, hein, et de ceux qui voudraient sauver ce qui peut l'être de ce qu'on peut considérer comme un nouveau système qui voudrait se démarquer. Donc, il fallait déjà gagner cette bataille. Dans le parti UNC, il fallait se démarquer. On a vu les Sengakpo et d'autres dire non, on n'accepte plus l'autre système. Vous comprenez? Des gens qui mangeaient ensemble, ils cheminaient ensemble, tout d'un coup il y a scission. Alors, c'était une situation très difficile à gérer. Maintenant, alors, la gestion de cette situation a pris combien de temps selon vous? Mais ça a Parce pris que vous semblez oui, ça a pris du temps. Mais ça a combien pris de temps selon vous? Beaucoup de temps. Combien? Je ne peux pas estimer, peut-être même 15 ans. Peut-être même 20 ans, oui. Je dis, hein, même 20 ans pour coller les morceaux, là, c'est pas facile. Hein. Monsieur Etienne, une admissible de loi a été votée à l'Assemblée nationale en 1992. L'admissible veut dire que, quand on a dit admissible, pourquoi les Guérandis ont continué à entretenir l'amalgame de... Nous voyons que... Preuve, hein, monsieur Etienne, il n'y a pas de preuve là, parce que Guérandi n'est jamais venu s'installer au Cameroun et qu'on l'a pas, on l'a poursuivi. Je reste sur ma question, monsieur Dioumafo. De manière palpable. J'ai signé des exemples tout à l'heure. J'ai pris des exemples tout à l'heure. J'ai parlé de la santé publique. J'ai parlé de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement, de manière holiste. J'ai également parlé de nos routes, des infrastructures, que ce soit sportives ou routières. J'en passe. J'ai parlé d'un certain nombre. Quand on regarde même la consommation, très bien. Alors, quel est l'héritage de manière concrète, monsieur? D'abord, sur le plan éducationnel, vous savez combien de lycées ont été créés au Cameroun? Beaucoup. Beaucoup plus qu'il y en avait avant. Vous comprenez? Quand on voit qu'il y a eu des décrets et puis oui, on a fait que même parfois, vous voulez parler du lycée, le lycée de Mbopi, c'est pas un problème. C'est pas un problème, le lycée de Mbopi. Ce n'est que ce seul cas-là. Hein? C'est que ce seul cas-là. Mais vous ne pouvez pas me dire que à l'époque, il y avait une seule université à Yaoundé. Aujourd'hui, il y a des universités pratiquement dans 7 des 10 provinces. Vous comprenez? Donc,
vous ne pouvez pas comparer, cette comparaison est trop simpliste. D'abord, la démographie galopante et bien d'autres choses. Mais les ressources également augmentées, M. Etienne. Oui, les ressources sont augmentées, mais vous savez que ce que les gens pouvaient accepter avant, on n'accepte plus maintenant. Vous comprenez? Avant, on ne parlait pas. C'était le mutisme total. Aujourd'hui, les gens... La liberté d'expression fait que les revendications sont terribles. Or, avant, c'était rigide, on y va, bouche bée, personne ne parle. S'agissant du président Biya lui-même, secrétaire général de la présidence de la République, lorsque l'aéronef du président Idjo a vieilli, il fallait un aéronef. Il a pris les renseignements, il est allé acheter l'avion, il a déposé les clés. Ça veut dire que c'est quelqu'un de, sur le plan personnel, il est un homme propre. Comprenez? À la différence de ceux-là qui, ils ont pris l'argent, ils sont allés jouer au jambo avec, et ça a tourné dans leurs mains, ils se sont mis à s'accuser, ainsi de suite. Donc, Biya lui-même, comme être humain, c'est pas quelqu'un à qui on peut reprocher grand-chose. Mais il ne peut pas gérer le Cameroun seul. Prenez le cas tu es au courant de la correspondance qu'on a adressée aux autorités de cette ville. Oui, j'en ai eu copie. Tu as la copie. Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Jusqu'à amener le ministre des Transports à prendre une décision incroyable. Vous comprenez? C'est donc comme ça, c'est très difficile. Donc moi je dis, Paul Biya a mis en des Camerounais l'effort. L'école, il faut y aller. C'est difficile certes, mais il y avait deux choses. Soit diminuer le salaire des gens pour que tout le monde ait du travail, ou alors mettre beaucoup de gens dehors, et je ne pense pas que c'est la même solution. L'école, nos universités, dès que tu as ton bac, tu y entres. Il y en a qui ont les bacs avec des mentions, d'autres sans mention. Tous sont là-bas, ça grossit le nombre, ça complique tout. Donc il y a ces choses qu'il faut harmoniser et avancer. Je dis que les choses vont s'améliorer. Et vont s'améliorer parce que nous sommes en train de voir que le gouvernement voudrait être regardant de certaines entrées d'argent. Je reviens à vous pour sortir. Hein. Monsieur Ndjoumanfo, quand on écoute M. Doyetian, on est quand même tenté de donner un black scène à M. Biya dans le cadre de sa gestion. Apparemment, il gère bien, les autres, il est bon, les autres mauvais. On parlait encore tout récemment de la création de plus de 3000 emplois. Je dis peut-être que les choses évoluent dans un sens positif. Je pense que M. Doyetian me fait penser qu'il ne vit pas au Cameroun. Pourquoi et comment? Pour deux choses. Première des choses, c'est que depuis 1982 que Biya est au pouvoir, il a fait 35 remaniements ministériels. Ça veut dire, après chaque mois, 9 mois, Biya fait un remaniement. Primo. Secondo... C'est la moyenne, hein, parce que depuis on atteint le remaniement qui ne vient pas. Secondo, il a parlé du secteur éducatif. De vous à moi, le secteur éducatif au Cameroun, ici, est encore normal. Vous pouvez prendre un enfant du coup moins 2 qui vous rédige une lettre, aujourd'hui, de vous à moi. Mais est-ce la faute à M. Biya? Oui, c'est lui qui dirige le Cameroun. Ce n'est pas deux personnes. C'est lui qui doit donner les orientations. C'est le rôle du président de la République. Aujourd'hui, celui chez qui on prend régulièrement les exemples, on frappe sur François Hollande en France. C'est lui qui dirige le Cameroun. Il est entièrement responsable de la situation où le Cameroun se trouve. Moi, je vais vous prendre un exemple. La ville d'Athènes a été construite. La ville d'Athènes a été construite avec 150 ans de prévision. Quand vous êtes président de la République, vous deviez prévoir. Alors, si M. Biya ne prévoit pas, ce n'est pas à nous la faute. C'est à lui la faute. C'est lui qui nomme. Et quand vous nommez les gens, monsieur, vous deviez assumer les conséquences. Monsieur Thierry, si votre employeur vous nomme ici et que vous tournez la maison, vous la gérez mal et qu'il ferme les portes, personne ne vous verra. Hein? C'est lui qu'on montrera du doigt. C'est ça la réalité. Que M. Etienne ne nous fait pas croire aujourd'hui que Biya est dédouané. Non, il sait. Le budget de la présidente de la République est de 1 milliard de francs CFA par semaine. Est-ce que c'est normal dans un pays où les enfants sont devenus les conducteurs de moto-taxi et les colboxeurs? Est-ce que c'est normal?
cette information, on a de la peine. Parce que quand on prend quand même les semaines, on les multiplie, c'est énorme. C'est très énorme. Il faut chercher les informations. Vous êtes journaliste. Il faut chercher les informations, vous allez les voir. Si vous prenez seulement le budget de la consommation du carburant de la présidence de la République, c'est énorme. Et je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme le nôtre, quand on parle des universités, quand nos jeunes frères sortent de l'université, est-ce qu'ils savent où ils vont aller? L'héritage qu'on leur a donné, c'est d'être moto-taximan, d'être colboxeur. L'État a quand même créé cette semaine, hein, on l'a annoncé à grand renfort de publicité, plus de 3 000 emplois. Il y a d'abord eu 25 000 intégrés à la fonction publique. Pour certains n'ont pas encore touché leur salaire jusqu'à aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup d'amis qui y touchent. Oui, mais certains n'ont pas encore touché leur salaire jusqu'à aujourd'hui. Vous en avez la preuve? Monsieur, avec votre permission, hein, monsieur Yetian, vraiment juste en quelques mots, hein, quand on regarde quand même ce qui se passe actuellement au Cameroun, on a comme l'impression que le Cameroun est en chantier, selon vous? Ben, le Cameroun est en chantier. Il n'y a que M. Djoumafo qui ne voit pas les efforts qui sont faits. Malgré la conjoncture, il y a des choses qui se font. Au Burkina Faso, juste pour faire un lien, au Burkina Faso, on estime que 27 ans de pouvoir pour Blaise Compaoré, c'est trop. Au Cameroun, 32 ans de pouvoir, quand on ajoute justement, quand on se projette à l'horizon 2018, donc dans 4 ans, ça fera 36 ans. N'est-ce pas trop pour M. Biya, pour une seule personne? À croire qu'il est le seul à pouvoir diriger le Cameroun? C'est pas qu'il soit le seul, mais... C'est juste une question. Hein. Oui, ben, pas qu'il soit le seul, mais pour le moment, c'est lui qui est là. Et moi, je pense qu'il fait pour que le Cameroun se porte mieux. C'est ce que je crois. D'accord. Il nous reste 2 sujets, on va aller très rapidement, parce qu'il nous reste seulement 20 minutes à passer encore ensemble. Nous allons parler de la liberté de la presse à la faveur de la mise sous surveillance judiciaire de 3 de nos confrères, de 3 journalistes. Ces derniers ont été inculpés pour non-dénonciation. En gros, il leur est reproché de détenir des informations qui menaceraient la sécurité nationale et de n'en avoir pas alerté les autorités. Pour cela, ils étaient devant le juge d'instruction. Il y a justement des questions relatives à leur implication dans ce qui leur est reproché, mais surtout dans le souci de sauvegarde du secret de l'instruction. Ils ont été abstreints à respecter certaines contraintes. Entre autres, ils sont interdits de donner des interviews, conférences, points de presse et autres activités professionnelles allant dans le sens des accusations retenues contre eux. Ils ne doivent pas quitter la ville de Yaoundé où ils résident sans permission expresse du juge d'instruction. Si ce voyage dure plus de 15 jours, ils sont formellement interdits de quitter le territoire. Ils ne doivent pas changer d'emploi, encore moins de résidence sans prévenir. Et aussi, ils doivent se présenter tous les lundis à 11 h chez le juge d'instruction. Il y a d'ailleurs eu 2 garants qui ont dû se présenter pour éviter que les inculpés soient maintenus en détention. En gros, ces 3 journalistes sont donc désormais privés d'exercer leurs fonctions comme cela se doit, et ce jusqu'à ce que l'enquête en cours prenne fin et qu'il soit établi qu'il n'y a pas de raison de poursuivre cette dernière devant une cour normalement constituée. Monsieur Djoumafo, comment avez-vous accueilli cette actualité, vous qui êtes très proche des journalistes, notamment au niveau du Manidem? Oui, et je voulais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, dire à M. Yetian qu'en 1992, quand un ministre de la République disait « on est en train de voler », on lui avait posé la question « où sont les preuves ?» Et nous savons où les preuves se trouvent aujourd'hui. Pour répondre à votre question, moi je crois que c'est la liberté d'expression qui est en train d'être bafouillée. Vous ne pouvez pas, en tout état de cause, demander à un journaliste de vous donner des secrets confidentiels. Quand dans le sens journalistique, la force du journaliste, c'est garder ses sources. En ce moment-là, il n'est plus journaliste. En ce moment-là, il n'est plus journaliste. Et je ne pense pas qu'au Cameroun, les journalistes font partie des services secrets. Sauf si je me trompe. Pas du tout. Voilà. Pour dire que je ne comprends pas comment on peut arrêter 2 ou 3 voyants journalistes et en dehors d'eux. Vous savez, il y a eu 2 étudiants
qui ont été arrêtés et qui sont aujourd'hui en garde à vue. On parle du cas spécifique, hein, de la liberté D'expression de la presse. Deux étudiants C'est qui ont vrai été qu'il y a arrêtés aussi en garde la à vue. liberté d'expression, là, il s'agit des étudiants de l'ADEC. Qui ont été arrêtés sont en garde à vue tout simplement parce qu'ils ont contesté à l'augmentation de l'assurance de 5 000 francs sur les frais scolaires de l'université. Vous constatez que c'est un peu comme si nous allons à reculons. Et c'est les amis de M. Etienne qui sont en train de nous mettre sur ce pays, dans ce pays, ce style de ping-pong, où les journalistes doivent être les porteurs des renseignements des services secrets de la présidence de la République. Franchement, je dis que dans un pays sérieux, Thierry, dans un pays sérieux, ces gars-là ont été arrêtés pour rien du tout. Ils ne sont pas là pour renseigner le gouvernement pour n'importe quelle information, parce qu'il y a les gens qui sont payés pour. Alors, il s'agit quand même de restrictions de liberté, hein, ce qui serait un sérieux coup porté quand même à la liberté d'expression, qui est un des paravents de la démocratie. J'avoue que le domaine dont il est l'objet est très sensible. Il s'agit de la sécurité nationale. Moi, journaliste, si j'ai une information De ce type, je vais en parler à une autorité, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Monsieur Ndioum, il faut souligner tout à l'heure que la préservation des sources Attendez, est attendez. l'élément est fondamental. C'est trop simpliste, ça. C'est pas simpliste. Je dis, Monsieur Yessan, en ce moment donné... Monsieur est un bon journaliste. Attendez, monsieur Yessan, je vais vous prendre un exemple palpable. Monsieur, vous permettez, s'il vous plaît. Sur son carnet d'adresse, sur la préservation de ses sources. Oui, vous voulez... Je veux vous donner un exemple, papa, monsieur Etienne. Monsieur Ndjaoui, un baobab du journalisme camerounais, avait déclaré que le président de la République avait eu une crise lors d'un match. Il est mort jusqu'aujourd'hui. Personne ne sait qui lui avait donné cette information-là. C'est ça le journalisme. On ne doit pas, le journaliste ne doit pas faire du clientélisme, non. Attendez. Monsieur Etienne, oui. Cette information, c'est un fait divers. Le président a fait un malaise. Mais, non, c'est ce qu'il dit. Oui, allez-y. Lors d'un match. Bush a fait un malaise sur la table en marchant, il s'est asphyxié. Comprenez? C'est que chez nous ici, on cache tout. Même ce qui ne doit pas l'être. Est-ce que les journalistes qui ont divulgué cette information ont été emprisonnés, comme ça a été le cas pour... on n'a pas eu besoin de divulguer, on n'a même pas caché le bilan de santé. C'est la presse qui a dit. Parce que la Maison-Blanche l'a annoncé. Alors, pourquoi au Cameroun, ça ne se fait pas. Au Cameroun, tel n'a pas été le cas. Et puis le journaliste qui a eu le courage de le a faire été emprisonné. Il a fait 11 mois de prison. C'est un problème, monsieur Etienne. Là, c'est un autre problème. Oui. Ici, il s'agit d'un problème de sécurité nationale. Vous comprenez? Je crois qu'il y a certains magistrats qui fantasment, c'est le moins que je puisse dire. Il y en a un qui a mis en liberté des gens qui ont bousillé un enfant de 13 ans. Et il les a déclarés non coupables, alors que les faits sont là. Les incongruités qui se passent ici à Bonanjo. Je ne cite le nom de personne. C'est dans cette catégorie que je mets ceux qui ont mis Pius en prison pour n'avoir pas déclaré qui lui a dit que le président a fait un malaise. Faire un malaise, c'est inhérent à la vie d'un être humain. Oui. Par contre, avoir des informations qui portent atteinte à la sécurité nationale, surtout par ces temps, est gardé, mais c'est tout autre chose. Mais est-ce que le Cameroun est en état d'alerte? Est-ce que nous sommes en guerre? Nous sommes... Est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce qu'on est en guerre au Cameroun? Oui, on a une guerre transfrontalière qui ma foi, peut dégénérer. C'est vous-même qui parlez d'ennemis asymétriques. Hein? Donc, nous pouvons être même dans cette enceinte avec ces ennemis sans le savoir. Donc, raison de plus de ne pas retenir une telle information. Si moi, journaliste, j'ai une telle information, je vois le sous-préfet de mon arrondissement, je lui dis,
Vous perdez peut-être votre qualité de journaliste. Non, 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 je ne perds Moi, je pas. pense que Je dans ne perds rien. Non, je ne perds Monsieur rien. Etienne, il se trouve que vous n'êtes pas Non, journaliste. non, mais si c'est... Dans la- Attendez, s'il vous plaît. Je ne fais pas une lettre. C'est aussi confidentiel que Est-ce que cela. le journaliste est un indique? Monsieur Ndjoumon, faut l'a souligné tout à l'heure. Non. Le journaliste ne peut pas être un indice. En ce moment donné, il ne fait plus du journalisme. Ah ben, ça c'est dans ces C'est pays dans la déontologie. ces pays européens. Non, c'est dans la déontologie Mon cher du ami, journalisme. dans ces pays Le européens- les gens, Monsieur Yetian, Oui. il y a les gens au Cameroun qui Ils sont ont payés payé. pour ça. C'est des Mais individus, on appelle Monsieur toujours, Yetian, on appelle ceux qui ont toujours- été arrêtés, on appelle ceux qui toujours ont été arrêtés, on rappelle monsieur- aux populations Monsieur Yetian, ceux de qui ont été collaborer arrêtés- avec les forces de sécurité. Monsieur Yetian, ceux qui ont été arrêtés ont été arrêtés parce qu'ils sont journalistes. Et justement, il se trouve que dans le cadre de cette information, ils n'ont pas divulgué cette information. Ils l'avaient par devers eux, ils ne l'ont pas publié, Oui. quitte à menacer l'intégrité nationale, ils l'ont conservé, Oui. parce que justement, dans leur responsabilité, ils ont estimé que c'était une information pas bonne à publier. On se demande même comment ils ont fait, ceux qui les ont inculpés, comment ils ont fait pour être au courant qu'ils avaient cette information-là. On a arrêté un chef de Boko Haram qu'on a battu là-bas. Dans son laptop, il y a beaucoup de choses. Les services de la DGRE, de la surveillance du territoire, travaillent sur ces choses. Les gens comme le notaire qu'on a arrêté et bien d'autres, ils sont en train de parler. Il y a même ces rebelles qui sont pris, qui passent à table, qui disent des choses. Donc, pour vous, il ne s'agit pas d'une véritable reculade enregistrée. Je ne crois C'est pas. Si, par exemple, prenez le cas de la cachette d'armes à... C'est où là? Photocol. Photocol. Cachette d'armes à Photocol. La voiture du maire, les armes dedans. Quels sont ceux qui ont dénoncé? Vous pouvez savoir qui a dénoncé? On La saura population. jamais. La population. C'est la population, mais dans la population, il y a des journalistes. Un journaliste ne fait pas partie de la population. Si. Alors, Si. non, 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 Juste non, pour non. sortir. Non, moi je dis qu'il faut que M. Etienne retienne que dans le sens journalistique, la force d'un journaliste, c'est garder ses sources. Voilà. Si vous révélez votre source, vous n'êtes plus journaliste. Mais qui révèle la source? Si je dis que, écoute, moi je prends qu'il y a une colonne qui est entrée, elle est basée à tel endroit. Je vais voir l'autorité, je lui dis, il y a telle chose à tel endroit, allez vérifier. Alors, C'est pas moi qui vais aller avec eux. Mais justement, en le faisant, le journaliste met à mal ses sources et perd sa qualité de véritable investigateur, Non, laissez de ça. véritable historien. Parce que du vous présent. pensez que cette information, ce n'est que ce journaliste seul qui l'avait? Pour l'instant. Ah, d'autres personnes l'avaient également. Mais il fallait justement passer par ces personnes et laisser les journalistes tranquilles on qui les a n'ont pas, inculpés alors, qui ces n'ont pas journalistes? divulgué l'information. Avec votre permission, nous allons sortir par là vraiment en quelques 5 minutes. Nous allons parler de la consommation du budget d'investissement public. Selon le ministère des marchés publics, sur 2974 marchés attribués au titre d'exercice 2014, seulement 797 marchés ont été exécutés à ce jour. Le constat a été fait par les membres de la Commission nationale de suivi de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public. C'était le 25 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Le ressort de ces travaux que le taux global d'exécution du BIP se situe à 49% seulement, avec 29% des marchés effectivement réceptionnés. Comment cela peut-il s'observer, Monsieur Etienne, quand on observe, quand on sait que le Cameroun a un potentiel économique très important? Ça veut dire que ces gens-là, c'est des voleurs. De tout temps, ils ont volé. Ils montaient des dossiers fictifs, vides, qu'ils envoyaient et leurs amis validaient. Ils décaissaient des milliards qui se partageaient. Vous comprenez? Maintenant, le ministère des marchés publics a mis tellement de filtres que quand un dossier arrive, au bout du chemin, on vous dit ce qu'il faut faire. On vous renvoie ça en vous disant point par point ce qu'il faut faire. Ce dossier meurt là où il part, il ne revient pas parce qu'en fait, il n'y avait rien. Ce que moi j'espère maintenant, c'est que cet argent qui n'a pas utilisé soit utilisé à bon escient, qu'on reverse ça à l'éducation, à la santé.
Justement, l'éducation, la santé, tous ces différents démembrements de l'État ont des budgets dans le cadre de l'investissement public. Ces budgets ne sont pas, c'est ce que nous dénonçons justement, ne sont pas Oui, donc exécutés. cet argent est dans le caisse du Trésor public. Ça reste là. Oui. Très bien. On parle Mais, notamment en même temps, de près de 6 milliards de francs CFA. En même temps, il y a les enseignants de l'université qui se plaignent de leurs primes qui n'ont pas été payées. C'est ça qui est paradoxal dans cette histoire. Finalement, il n'y a que des paresseux dans cette histoire-là. Hein? Dans ce gouvernement-là, il nous étonne. Il y a 6 milliards. Et pour quelques millions, les professeurs de l'université de Douala étaient au beurre du débrayage. Mais c'est même quelle histoire, ça? Le chef de l'État, lors de son adresse le 31 décembre 2013, avait justement parlé d'inertie. Il avait décrié le fait que seulement 50% à peu près du budget d'investissement public en termes de moyenne aurait été consommé sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, nous sommes toujours à moins de 50% à quelques jours de la fin de l'année en cours. Une fois de plus, il va faire un discours. Que dira-t-il aux Camerounais cette fois-ci? Moi, je pense qu'il n'aurait plus rien à dire. Parce que dans ce pays, le véritable problème, c'est la mauvaise gouvernance. La gangrène de ce pays, c'est la mauvaise gouvernance. Vous ne pouvez pas, je prends un exemple, vous ne pouvez pas vouloir construire cet immeuble. Vous faites venir un architecte, il vous donne le plan, il vous somme, il vous dit combien il faut pour construire cet immeuble. Et quand vous avez l'argent, c'est en ce moment donné que vous allez chercher le titre foncier. C'est pas possible. Et c'est ça la réalité du Cameroun. Vous ne pouvez pas voir que nous sommes maintenant là en saison de pluie. Cette saison-ci, pour que nous investissions, nous pouvons investir sur telle chose. Je prends un exemple. Nous disons, nous sommes en saison de pluie, nous ne pouvons pas construire les routes. Par exemple, nous pouvons placer les compteurs. Si vous attendez, au moment où, si vous attendez que la saison sèche arrive, vous seriez en même temps en train de placer les compteurs et en train de placer les routes, en train de construire les routes, c'est un problème. Alors, je crois qu'il y a une méthodologie, que les gens mettent un mécanisme de travail sur pied. Nous voyons dans les pays occidentaux, quand il neige, on travaille, hein, on réalise des projets. Alors, au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils sont entre 29 et 30%. Et j'ai suivi. Parce qu'en vrai, au ministère des marchés publics, on parle de près de 49%. J'ai suivi quelqu'un de la communauté qui nous disait que à la fin du mandat, il serait, à la fin du mois, de ce mois, il serait peut-être à 55%. Mais c'est du vol, monsieur. Vous ne pouvez pas attendre un an et nous faire comprendre que c'est à moins un mois que vous exécutez le marché. Non. Parce qu'il faut qu'on mette des mécanismes sur pied et vous deviez même rendre. Je vais vous prendre un exemple bidon. Dans les investissements du marché public, le peuple doit participer, même à la création des infrastructures. Je vais prendre un exemple bidon. Hein. À une époque, certains projets avaient été élaborés dans mon village pour construire les écoles. Et quand on a écouté les populations de mon village, ils ont dit non. Pour les écoles, nous en avons. Maintenant, nous avons besoin d'un pont. Parce que la population doit participer. Et au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est compris. Nous sommes à moins d'un mois de la fin de l'année. Seules 2 régions sortent la tête de l'eau. Il s'agit de la région de l'extrême nord avec 151 projets réceptionnés, soit un taux d'exécution global de 79%. Et la région du centre qui n'a livré que 53%. Monsieur Etienne, que doit-on faire en quelques mots pour booster la consommation du budget d'investissement public? Je pense que les personnes chargées d'implémenter ces projets-là ne connaissent pas bien le mécanisme. On leur a fait quelques séminaires, mais ils ne maîtrisent pas. Parce que moi, j'ai vu chez moi dans le camp un marché. Celui qui est chargé, la structure chargée de contrôler, dit OK. Les contrôleurs du ministère de marché vont, ils relèvent 16 points. Or, lui, il avait déjà donné OK. Vous comptez décaisse l'argent. C'est bloqué.
2 mois après, ils repartent là-bas, on trouve encore qu'il y a 6 points. Et le même monsieur qui avait donné OK signe. Mais ce n'est pas possible ça. Donc ces gens ne maîtrisent pas. Si un réseau de voleurs, c'est-à-dire ils veulent prendre l'argent pour un travail non exécuté. Vous comprenez? C'est ça qui fait problème. C'est toujours la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance. Oui, il faut améliorer, il faut responsabiliser les gens. La dilution des pouvoirs. Par exemple, vous avez un ministère étalé sur 4... une responsabilité étalée sur 4 ministères. C'est pas bon. Il y a des goulots d'étranglement. C'est des goulots d'étranglement. Il faut... Monsieur Yetian, à qui la faute? Il faut resserrer à qui tout la ça. faute? À celui qui dirige ce pays. Oui, à mais, qui la faute? Oui, mais quand on donne des instructions, les gens ne font pas. Non, moi je dis que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Moi je Donc il préfère... va se rattraper. Le président Biya va se rattraper. 81 ans. Non, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Les D'accord. Tito étaient plus âgés que lui, hein, ils fonctionnaient. Et Mugabe, il n'est pas le plus vieux des dirigeants africains, M. Dumafo. Merci d'avoir accepté une fois de plus et d'avoir été avec nous tout au long de ce projet. De cette émission, on peut faire l'affiner comme ça sur des chapeaux de roue avec beaucoup de gaieté. Merci une fois de plus. Oui, je voulais vous remercier. Je voulais dire quelque chose pour finir. Quelques secondes, je vous en prie, parce que le temps est parti à cette émission. Il y a un proverbe bantou qui dit que le sorcier oublie très souvent ses victimes. Mais les victimes et les familles des victimes n'oublient jamais le sorcier. Vous voulez dire quoi? Je pense que le gouvernement camerounais se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Monsieur Etienne, merci. Merci également de m'avoir invité ici commenter l'actualité de la semaine, surtout la chute du dinosaure criminel Compaoré. vous êtes un peu trop dur. Non, je ne suis pas dur, je pense Non, que il a raison, il n'est pas dur. je suis poli avec lui. Je souhaite que les Burkinabés lui gardent la vie sauve et qu'il souffre. Il souffre. On espère simplement que vos souhaits ne sont pas entrés dans les oreilles dessous. Comme nous êtes une chaîne internationale, donc il est clair que beaucoup de Burkinabés vous ont écouté ou vous écouteront tout au long de la rediffusion de cette émission. Merci à tous ceux qui ont travaillé justement pour la mise en branle de cette émission et pour la réussite de celle-ci. Merci également à vous, madame, monsieur, de nous avoir fait une fois de plus l'honneur en acceptant d'être devant votre petit écran pour ces 90 minutes consacrées au débat sur CAMNews 24. Au revoir.